merci de vous être inscrit à cette nouvelle session. Donc, c'est la deuxième réunion, rencontre IRL online qu'on est en train de monter. Donc, c'est vrai qu'on a rebaptisé ces réunions IRL comme il reste loin, il reste lié. On essaie de garder le contact malgré la distance. Et aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet voilà, qui est assez sérieux et qui est en train de se propager dans le monde de la santé. C'est tout ce qui est autour de la cybersécurité, qui est un enjeu important. On le voit notamment au cours des derniers mois, il y a eu énormément d'attaques qui ont été faites auprès de plein d'acteurs publics, et notamment dans le domaine de la santé, avec également des ransomware, etc. Et on a vu encore ces derniers jours beaucoup de choses qui ont été on a pu observer pas mal d'attaques encore, notamment sur des sites de production et autres, qui font qu'aujourd'hui, la cybersécurité est un véritable enjeu, notamment dans le domaine de la santé et pour toutes les solutions e-santé. Donc du coup, pour parler de ça, on a la chance d'avoir donc Didier Ménessier, qui fait partie du Club Digital Santé et qui est également directeur du service numérique à la santé des armées. Et puis nous avons Mickaël Michaud, qui est de la société OuDrive, qui est spécialiste sur la protection des données, qui vont pouvoir du coup nous éclairer sur ces sujets. Donc du coup, je vais laisser la parole à Didier. Et avant cela, juste vous préciser que si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat et on fera une session de questions-réponses à l'issue des présentations. Donc Didier, je te laisse la main pour la suite. Ok, merci Rémi. Donc, je vais partager d'abord mon écran. Comme ça, on va attaquer la présentation. Voilà. Donc, tout le monde voit, je pense, il n'y a pas de souci. Tout le monde m'entend aussi. Donc, ce que je vous propose, je vais faire vraiment un focus, mais pas technique. Hein. Ça sera plus justement à OuDrive de rentrer après, on va dire, dans le côté un petit peu plus pointu. Moi, je vous fais une présentation que j'ai l'habitude de faire auprès essentiellement de praticiens en santé. Donc, c'est vraiment la sensibilisation sur tout ce qui est cybersécurité. Le plan, il va être assez simple. On va aller de la définition de la cyberattaque vers, en gros, les cibles qui nous intéressent, donc les objets connectés, les appareils médicaux et puis, bien sûr, les appareils voilà. Donc là, je vous montre un petit peu un plan assez intéressant. C'est une entreprise américaine. Alors ça, vous pouvez aller sur le site. Hein, j'ai mis le site en dessous, c'est North Corp. Qui met ce qu'on appelle des honeypots, c'est des pots de miel, et qui permet en gros d'attirer les différentes attaques. Et ce qui est intéressant, là, vous avez en temps réel, donc là, j'ai fait exprès de cibler. Alors, excusez-moi, là, ça bouge un peu trop, là, vite. Pourquoi ça bouge vite comme ça? Bon, il ne faut pas que les gens touchent trop le… Alors, attendez, je reviens en arrière, excusez-moi. Voilà. Là, on voit en temps réel, en gros, une attaque en 2014 sur Facebook qui provenait justement de la Chine et qui est une attaque par déni de service. C'est-à-dire qu'on bloque en permanence toutes les possibilités de rentrer sur le site Internet, par exemple. Et donc, Facebook a été bloqué pendant 1 heure. Donc là, c'est typique, ce qu'on appelle les attaques de déni de service. C'est vraiment ce qui apparaît en plus. Ces attaques de déni de service, elles sont fréquentes. Et donc, justement, il y a eu une attaque le 22 octobre 2016 par donc, des hackers qui a rendu inaccessible. Alors, je ne sais pas pourquoi ça passe en permanence là. Tu dois avoir un minuteur, Didier, qu'il faut désactiver. Non, j'ai pas de minuteur, c'est bizarre. Parce que si ça va trop vite… Attends, je vais faire ça, ce sera beaucoup plus simple. Et hacké. Ouais, j'étais hacké. Hop, on va faire un truc plus simple, c'est pas grave. On voit les diapos comme ça. Ouais, donc je reviens. Donc, le 22 octobre 2016, pour certains qui s'en souviennent, il y a eu la société américaine DIN. La société américaine DIN, c'est une société qui est vraiment un hébergeur de sites Internet extrêmement important aux États-Unis. Et il y a des hackers qui sont servis en fin de compte comme porte intermédiaire d'entrée les objets connectés aux États-Unis. Et ils ont fait une attaque, comme je vous ai montré, de déni de service. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé en permanence des demandes de connexion à l'ensemble
des, des sites justement DIN, et ça a rendu inaccessible beaucoup de sites internet connus comme PayPal et Twitter. Donc ça, c'est vraiment le principe qu'ont les hackers pour rendre inaccessible un site internet. Ils mettent tellement d'informations pour pouvoir rentrer sur le site qu'obligatoirement ça coupe l'accès. C'est, disons, l'élément le plus simple. Mais ça nécessite énormément d'envoi d'informations en temps réel, et donc ça nécessite que maintenant ils se servent essentiellement des objets connectés. Et les objets connectés, il y avait donc, comme le 22 octobre 2016, 10 millions d'objets connectés qui ont été infectés. Donc vous vous rendez compte un petit peu le niveau. Après, on va rentrer un petit peu dans tout ce qui est médical maintenant. C'est le même principe, c'est un système technique et informatique, une pompe. Et donc, justement, l'AFDA, en juillet 2015, ordonnait le retrait du marché des pompes. Donc là, c'était l'américain Hospira, puisqu'il y avait des failles de sécurité. C'est-à-dire que la plupart du temps, pour ceux qui ont des objets connectés chez eux, on peut très facilement rentrer, si on sait comment rentrer, sur les objets connectés, puisqu'il n'y a pas vraiment de sécurité. Et souvent, je vous montrerai, les mots de passe restent toujours identiques le plus souvent, puisqu'ils ont été mis d'emblée au niveau du prestataire. Et donc là, les pompes, on pouvait rentrer dans ces pompes, qui sont les pompes pour les solutés essentiellement, et puisqu'il y avait une faille de sécurité via le Wi-Fi de l'hôpital. Donc, elles ont été retirées. Donc là, c'était, vous voyez, juillet 2015. Je fais un petit peu une chronologie temporelle en même temps. Pour le groupe Johnson & Johnson, en octobre 2016, là, c'est pareil. Il y avait des pompes à insuline. Et ces pompes à insuline, justement, il y avait aussi une faille de sécurité. Et ce qui était intéressant, c'est que souvent, les failles de sécurité dans le domaine médical, mais aussi dans d'autres domaines, bien sûr, a été mis en évidence par Jay Radcliffe, qui est aussi expert en sécurité et qui est aussi un patient diabétique de type 1. Donc, ce qui était intéressant, il avait mis en évidence qu'on pouvait hacker donc, ces systèmes de pompe à insuline, donc dès 2016, et puis bien sûr pouvoir envoyer de fausses informations. Et puis, comme vous le savez, pour un diabétique, si vous mettez trop d'insuline, vous pouvez entraîner une hypoglycémie, disons, mortelle. Donc ça, c'est un point important. On va plus loin. Alors là, on rentre un peu dans quelquefois des éléments qui ont été mis, je vous verrai après par la suite, dans certaines séries connues. Il y avait en 2007, justement, Doug Cheney, qui était vice-président aux États-Unis, qui avait demandé à son cardiologue à l'époque de déconnecter la connexion par Wi-Fi sans fil du pacemaker. Parce que vous savez bien sûr qu'un pacemaker, pour faire une analyse à la fois du fonctionnement des pacemakers, on ne va pas le faire bien sûr en in situ, puisque le pacemaker est sous la peau, et donc ça se fait par connexion essentiellement sans fil, Bluetooth ou Wi-Fi. Et ce qui était assez marrant, il y avait un livre qui était après, par la suite, qui avait été fait à la fois par Dick Cheney et son cardiologue. Et puis, donc, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait justement, par la suite, un autre expert en sécurité informatique qui avait montré dès 2012 qu'on pouvait prendre la main sur un pacemaker. Et il avait montré justement que c'était possible avec à peu près une dizaine de mètres du pacemaker. Il prenait la main sur le pacemaker et il envoyait une décharge de 830 volts. Alors bien sûr, c'est un pacemaker, je rassure, qui n'était pas dans un patient, hein, mais qui était bien sûr mis à côté. Et c'était justement la reprise un petit peu de Dick Cheney et puis des différents éléments dans Homeland, pour ceux qui connaissent, saison 2, hein, épisode 10. Il y a le vice-président des États-Unis qui est assassiné justement puisque des hackers prennent la main avec la connexion Wi-Fi, avec le numéro IP du pacemaker que envoie justement le héros, si on peut dire, du film. Donc là, vous voyez, si on revient un peu plus mars 2019, il y avait là aussi une faille de sécurité extrêmement importante dans les défibrillateurs implantables. Vous savez, les défibrillateurs, c'est en cas justement d'apparition de troubles du rythme, il y a une défibrillation, le patient reçoit un choc. Et donc, c'était une faille de sécurité sur 16 modèles de la société Medtronic. Donc là, vous voyez, il y a eu vraiment une obligation, d'une part, de faire revenir
auprès de Medtronic, justement, les pacemakers, et puis aussi une mise à jour obligatoire de tous les pacemakers qui étaient implantés. Donc vous imaginez, à peu près, donc il y avait 750 000 défibrillateurs disponibles, pas obligatoirement implantés. Donc ça, c'est vraiment important, puisque il peut y avoir obligatoirement des risques patients. Là, pareil, en août 2019, les FDA, pareil, a ordonné le rappel de 500 000 pacemakers de l'entreprise Abbott. Vous voyez, donc, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais il y a tout de même régulièrement des risques sur des outils ou des systèmes implantés, puisque c'est tous des objets connectés. Et ce stimulateur cardiaque de Abbott était porté par 40 000 patients en France. Donc, il y a eu, selon bien sûr les numéros de série, des patients qui ont été rappelés pour qu'il y ait une mise à jour. Voilà. Alors, on va rentrer un peu dans les données de santé. Donc là, c'est plutôt Oudrave après qui en parlera parce que c'est important. C'est pourquoi on pirate un hôpital. Alors, bien sûr, on pourrait pirater un hôpital en disant on veut faire du mal, entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt les hackers noirs, parce qu'il y a plusieurs types de hackers, blanc, gris et noir. Mais c'est surtout que les données de santé sont extrêmement lucratives. Et ça, c'est hyper important. Là, je vous ai fait une capture d'écran d'un site qui était dans le dark web. Donc, le dark web, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le web noir, justement, où on trouve pas mal de choses. Et là, c'était donc un site qui vendait justement des dossiers médicaux pour à l'équivalent donc de tout de même bien sûr en Bitcoin. Donc c'était déjà 500 000 € à l'époque. Donc c'est assez ancien, c'est déjà une capture qui a plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'une carte bancaire, maintenant, très souvent, on peut facilement annuler l'usage de la carte très rapidement. Et puis, ça ne vaut pas très cher, alors qu'un dossier médical, ça a de la valeur. Ça a de la valeur parce qu'il y a beaucoup de données. Il y a beaucoup de données, mais aussi beaucoup de données administratives. Et c'est pour ça que les dossiers médicaux sont extrêmement intéressants et de plus en plus lucratifs pour beaucoup de personnes. Donc là, on attaque. Un des premiers, disons, attaques d'un hôpital, c'était en février 2016. C'était à l'hôpital de Los Angeles, un Presbyterian Medical Center, là, en février 2016, où en gros, l'hôpital a été hacké avec un programme malveillant, ce qu'on appelle un malware type ransomware, c'est-à-dire que, je vous montrerai après d'autres captures d'écran, le système d'information hospitalier est bloqué, et à un moment donné, il faut donner une rançon, sinon toutes les données sont effacées. Ce qui est assez intéressant, c'était une première fois où un hôpital de grande taille était hacké, et pendant 10 jours, l'hôpital a dit « bon, c'est pas question, je ne paye pas la rançon ». Ce qui était très intéressant, d'après ce que j'ai retrouvé, mais là, je n'ai pas eu de confirmation parce que c'était déjà un petit peu vieux, il y avait seulement 15 000 € de rançon, ce qui était vraiment rien du tout. Donc, ça faisait penser que c'était vraiment des hackers assez jeunes qui ont dû hacker le système. Ce n'étaient pas des professionnels, on va dire, puisque tout se retrouve sur le dark web. Vous pouvez trouver sur le dark web comment hacker un hôpital. Il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent. Enfin, ça, c'était une observation. Donc, tout de même, c'est pour ça que les hackages actuellement sont de plus en plus fréquents. Et donc, pendant 10 jours, l'hôpital a refusé de payer la rançon. Donc, vous imaginez les problématiques d'une structure hospitalière sans système d'information, les examens de biologie, les radiologies, tout était fait sur papier pour les demandes d'examen. Donc, c'est vraiment, vraiment très vite bloquant pour, bien sûr, une structure hospitalière avec des risques patients extrêmement importants. Le dernier qui est le plus connu, qui était donc c'est WannaCry en mai 2017. Et là, je vous ai fait une capture d'écran de ce qui apparaissait sur les systèmes d'information, donc sur les postes des utilisateurs. Oups, donc avec un petit peu d'humour du hacker, vos dossiers ont été cryptés et donc il y avait un temps pour remettre une rançon. Il faut bien voir que là, WannaCry a utilisé des failles de sécurité qui sont extrêmement fréquentes, surtout sur les systèmes d'exploitation Windows, puisque c'est quand même le système d'exploitation le plus utilisé. Et ces systèmes, enfin ces failles de sécurité, il faut bien comprendre, il y a vraiment une course en permanence pour ceux qui sont les hackers
qui repère les failles de sécurité, qui les publie essentiellement sur le dark web, par les groupes pirates. Je vous montrerai un petit peu les différents groupes pirates qui existent, et qui permettent à un moment donné, pour celui qui sait où trouver, trouve en gros les failles de sécurité et même les tutoriaux pour pouvoir les hacker. Donc vous voyez, il y a tout de même une course-poursuite entre ceux qui créent les systèmes, les applications, les hackers qui développent, qui découvrent des failles de sécurité, puisque de toute façon, il y a toujours des failles de sécurité, et puis la course-poursuite de tout de suite mettre les mises à jour. Donc il y a toujours cette course-poursuite en permanence qui est assez impressionnante. Singapour, pour ceux qui savent, Singapour a un système de santé assez moderne, avec justement le groupe de santé, le principal, qui a vraiment une base de données nationale. Donc, c'est toujours bien de se dire, on a une base de données nationale, donc c'est bien pour le partage. D'un autre côté, si cette base est hackée, tous les dossiers sont hackés. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc, semble-t-il, là, c'était probablement une attaque ciblée pour récupérer des données, justement, semble-t-il, du Premier ministre qui était spécifiquement visé à cette attaque. Mais ils ont récupéré 1,5 million de dossiers médicaux des habitants à Singapour. Donc ça, vous voyez, c'était en 2018. En février 2019, il y a le groupe aussi de cliniques en Australie, pareil, toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a eu une attaque où là, il y a eu tout de même un peu plus d'informations pour l'origine. Donc vous avez vu que les origines sont souvent la Chine, il y a la Corée du Nord, il y a la Russie. Donc là, les outils utilisés informatiquement provenaient de la Corée du Nord et de la Russie. Par contre, le groupe hacker n'avait pas été défini à l'époque. Plus récemment, en août 2019, le groupe RANSE, Général de Santé, donc vous en rappelez, il y a eu une attaque avec ce qu'on appelle, j'en ai pas encore parlé, mais je pense qu'on en reparlera aussi après, c'est le principe du phishing, c'est-à-dire que l'hameçonnage en français, c'est l'élément le plus simple pour hacker un système, puisqu'on fait tout simplement, on envoie un message, vous devez en recevoir régulièrement provenant, entre guillemets, d'une banque ou d'autres structures, ou de PayPal, on voit que ce n'est pas un message d'origine, mais quelquefois c'est bien fait. Et le principe, c'est que la personne reçoit ça au sein de sa structure hospitalière, donc là c'était Ramsay Général de la Santé, et la personne a cliqué dessus, et ça permet d'ouvrir une porte d'entrée pour le hacker, et après le hacker rentre dans le système d'information via la porte d'entrée, et son objectif, c'est de trouver surtout un poste informatique d'un administrateur. Ce qu'on appelle un administrateur, c'est quelqu'un qui est le plus souvent fait partie de la structure de la gestion informatique de l'hôpital, et qui a justement des codes d'administration pour pouvoir rentrer dans beaucoup de systèmes. Et c'est ça la recherche du hacker en principe. Et là, en novembre 2019, donc vous vous en rappelez, il y avait une rançon pour le CHU de Rouen. Donc là, c'est ce qu'il y a de plus récent. Et puis vous verrez, il y a encore d'autres trucs. Il y a eu une rançon de 40 bitcoins avec équivalent de 300 000 euros. Et l'ANSSI est intervenu assez rapidement pour truc. Le point d'entrée, jusqu'à preuve du contraire, c'était aussi un phishing. Donc là, je vous ai fait un petit peu, en prenant des ressources d'un site qui parle pas mal aussi là-dessus, c'est pour vous montrer que le secteur de la santé est tout de même, c'est un peu fluctuant dans le temps, mais tout de même une cible. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que les données de santé d'une structure hospitalière, voire même d'un cabinet médical, moi j'ai des amis qui ont un cabinet de dentistes qui se sont fait hacker, avec une rançon qu'ils ont payée parce que quelqu'un avait bloqué. Et d'après moi, ça devait être probablement quelqu'un par réseau Wi-Fi au niveau de l'immeuble. Vous voyez, donc personne n'est épargné. Et là, je voulais vous faire un point rapide. Je suis désolé, je vais peut-être un peu trop vite, mais je voulais vous faire un point sur les moyens de lutte en France. Ça, c'est important pour vous montrer deux éléments. Donc, il n'y a rien de confidentiel dans ce que je vous montre. C'est l'organisation de la lutte en France. Donc, d'un côté, vous avez le côté militaire et le côté civil. Alors, au niveau du ministère des Armées, enfin, ministère de la Défense, il y a un officier général cyber
qui dirige la chaîne de commandement opérationnel dédiée à la cyberdéfense. Donc, ça gère en fin de compte toute la surveillance et essentiellement aussi le centre, ce qu'on appelle le CALID, le centre d'analyse de lutte informatique défensive, au niveau des directions des armées et du service. Donc nous, au niveau du service santé des armées, donc je prends l'exemple concret, vu qu'on est une structure hospitalière avec les hôpitaux d'instruction des armées, on aurait pu rentrer dans le versant aussi avec l'ANSSI, l'Agence nationale de système d'information, qui gère la protection et qui, justement, depuis la crise Covid, a vraiment mis 30% de son temps pour la protection des hôpitaux, puisque obligatoirement, quand il y a un moment de crise, les hackers en profitent et les hôpitaux restent des cibles. Donc, nous, au niveau du service santé des armées, on a préféré rester, entre guillemets, ce qui est normal au sein du ministère de la Défense, c'est-à-dire que nous, nos systèmes d'information hospitalière sont protégés par le ministère des Armées. Ils ne sont pas protégés par l'ANSSI. C'est un choix. Et là, je vous montre, en gros, les deux éléments importants, c'est cyberdéfense, cyberprotection. D'accord ? Et ces deux éléments extrêmement différents, puisque tout ce qui est cyberdéfense, elle complète la cyberprotection. Et en gros, on appelle la gestion de cette cyberdéfense tout ce qui est centre opérationnel de sécurité. Nous, on en a un qui est en train d'être finalisé pour le service santé des armées. Et en gros, c'est une analyse en temps réel de tous les comportements dans les réseaux et systèmes d'information, ce qui permet justement de prévoir et de surveiller en gros notre réseau. D'accord ? Ce n'est pas une cyberprotection. La cyberprotection, en gros, on prévoit par exemple des pare-feux et tout ça. D'accord ? Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la différence entre ministère de la Défense et puis hôpitaux, disons, civils. Il n'y avait rien de confidentiel dedans. Voilà, et puis là, c'était juste des chiffres un petit peu pour vous montrer avec les groupes de hackers APT, là. Alors, donc ça, c'est des choses que je pense que vous ne connaissez pas trop. Là, c'était des chiffres. Vous voyez, en 2016, il y avait eu 758 millions de cyberattaques globales. Alors, bien sûr, c'est des chiffres toujours en grosse maille, parce que les attaques ne sont pas obligatoirement déclarées. Il y a d'autres éléments, ça dépend quel niveau de type d'attaque. En 2018, il y avait une recrudescence de plus 32%. Et vous voyez, entre janvier et avril 2020, lié au confinement de la crise Covid, et là, justement, on vous en parlera après, tout ce qui est cyberattaque, essentiellement sur le cloud, avait augmenté de 630%. Vous vous rendez compte ? 630% de plus d'attaques entre janvier et avril 2020, ce qui confirme bien que dès qu'il y a des moments de crise, quelle que soit la crise, automatiquement, les hackers interviennent plus. Et vous avez là en bas, je vous ai mis les logos, puisqu'ils ont leur logo. C'est les groupes, justement, des groupes de hackers connus. On appelle ça des groupes APT. Donc, il y a APT38 qui est Corée du Nord. L'APT29 qui est russe. Alors, APT29, probablement, je dis bien probablement, essentiellement des groupuscules provenant de l'ancien KGB, puisque KGB a dû un petit peu se transformer. Et puis, vous avez la Chine, qui est quand même extrêmement présente dans le milieu du hackage, avec différents groupes, la PT41, APT40 et APT18. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout de même les Chinois sont plus à une recherche de piratage économique et industriel, ce qui est très marrant, alors que plutôt les Chinois, Coréens et Russes sont plus dans quelquefois des attaques plutôt à viser d'attaques politiques, on va dire plutôt. Voilà, j'ai fini. Je vais arrêter de partager. Didier, il y a une première question qui était sur les chiffres que tu as annoncés de coût du coût du numéro de la sécurité sociale. Est-ce que c'était bien le numéro de sécurité sociale ou le dossier médical en entier qui Non, valait c'est le dossier médical en entier. Ce n'est pas que le numéro. Le numéro n'a pas trop d'intérêt. C'est vraiment l'ensemble du dossier. Un dossier médical, quand vous regardez toutes les informations que vous donnez quand vous êtes hospitalisé, c'est quand même très impressionnant.
Ensuite, on a une question de Denise qui est plus une question un peu de géographie. Est-ce que la vulnérabilité de données médicales à la cyberattaque sont différentes suivant le pays d'archivage, la langue, etc. Bah oui, par exemple, le pays actuellement le plus sensible, c'est tout de même l'Angleterre, puisque l'Angleterre, on sait bien que le système d'information hospitalier euh, anglais, là, a énormément de difficultés, est très, très vieillot. Ils ont eu vraiment beaucoup de problématiques. Justement, avec WannaCry, eux, ils ont eu vraiment beaucoup de difficultés. Après, vous avez des États qui sont plus riches. Si je prends l'exemple du Luxembourg, qui est quand même très riche, vous avez un système d'information avec une protection en niveau de cyber qui est vraiment remarquable. Voilà, donc là on met le doigt aussi sur le côté financier, justement, de la mise à jour des différents logiciels, des ordinateurs que l'on utilise à l'hôpital qui sont encore sur Windows 7, alors que normalement on est sur Windows 10 et vous savez bien que Windows 7 n'est plus soutenu, donc il y a des failles de sécurité. Donc là, on met aussi le doigt sur le côté financier et le côté justement, voilà, les moyens qu'a l'hôpital pour prendre en compte toute cette mise à jour du matériel. Et n'oublions pas que les hôpitaux ont besoin d'être en permanence liés au niveau civil avec la télémaintenance, des scanners, des IRM et des laboratoires biologiques hein, en temps réel. Hein. Une IRM est tabulée pratiquement une fois, deux fois par semaine. Hein. Il y a une remise à jour de l'élément en temps réel avec des prestataires externes. Donc il y a toujours des voies d'entrée obligatoires dans les hôpitaux. Après, il y a des questions sur est-ce que la France est un pays qui est plus attaqué que d'autres? Enfin, quelle est la proportion un peu des attaques en France par rapport aux autres pays? Bah là, j'ai moins d'informations. Là, je peux pas trop. Voilà, j'ai pas de comparaison. Je sais que au niveau données de santé, ça reste bien que c'est l'industriel qui est en prime. Je peux pas, disons, avoir exactement. J'ai pas le chiffre exact de la comparaison selon les différents États ou pays. Très bien. On a une question aussi qui est un peu, qui est pas forcément centrée sur le cyber hacking, mais sur l'hébergement des données. Donc, je ne sais pas si Mickaël voudra y répondre aussi tout à l'heure. C'est sur toute la polémique qu'on voit aujourd'hui autour du Health Data Hub et du fait que les données étaient confiées à Microsoft, sachant que c'est le seul qui pouvait répondre à tous les critères de l'appel d'offres. Donc, je ne sais pas si tu as des informations sur Ah, ça. si je suis bien au courant, parce que justement, obligatoirement, déjà le SNDS, hein, le Système national de données de santé, euh, il y a les données de santé des militaires qui sont dedans obligatoirement, puisque c'est tout le monde. Hein. Donc moi, j'avais alerté, puisque je fais partie du groupe F-Data Hub au niveau représentant du ministère des Armées, puisque je suis service santé des Armées. Et c'est vrai que la polémique s'enflamme, et c'est un peu normal, puisque je vous rappelle qu'il y a le Patriot Act américain, et jusqu'à preuve du contraire, Microsoft euh, doit donner les failles de sécurité qui existent à l'État américain avant de le faire descendre, on va dire, au niveau des autres pays. Jusqu'à preuve du contraire, hein, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Donc c'est pourquoi on parle de souveraineté numérique française. Je vous rappelle que récemment, notre président de la République a parlé des possibilités d'association avec l'Allemagne pour une certaine souveraineté numérique européenne. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que nous, militaires, déjà, on a déjà prévu de ne pas pouvoir identifier dans le futur F-Data Hub des données sensibles militaires, puisque je considère qu'il y a un risque. Ok. Et une dernière question avant de laisser la parole à Mickaël, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les hôpitaux français, on sait qu'il y a des problèmes d'infrastructure et autres, sont assez forts aujourd'hui pour lutter contre ces cyberattaques ou pas? Bah, je pense que ça dépend des structures hospitalières, ça dépend des moyens financiers, et je pense que c'est vraiment les moyens financiers. Ce n'est pas obligatoirement les compétences dans les hôpitaux au niveau des services informatiques. Je vois au niveau de la PHP, ils ont aussi les moyens, mais c'est vraiment un moyen. C'est les moyens financiers de mise à jour de l'ensemble des failles de sécurité dans des structures hospitalières. Et c'est tout de même, on est plus à risque de toute façon, on est plus à risque. Surtout avec l'apparition de plus en plus de Wi-Fi. Hein. Wi-Fi, s'il n'est pas bien sécurisé, c'est quand même une faille. Hein. Ok.
Du coup, juste avant de passer la parole à Mickaël, il y a un commentaire intéressant de Pierre qui nous dit que le Cloud Act ne permet la communication de données que pour une personne identifiée. Or, le Health Data Hub n'aura normalement que des données anonymisées. Donc, du coup, ça ne s'appliquerait pas forcément Oui, mais aux transferts de données. le principe des données pseudo-anonymisées ou anonymisées, enfin c'est pseudo-anonymisé normalement. Récemment, j'ai vu un article qui parlait d'une intelligence artificielle qui pouvait très facilement retrouver et refaire une réanonymisation. Il faut bien savoir que là, il y a toi même, enfin, voilà, voilà, et puis il n'y a pas que nom, prénom, date de naissance, hein, il y a aussi la caisse de sécurité sociale, il y a des lieux géographiques particuliers. Enfin voilà, moi je reste prudent. Ok. Du coup, je vous propose qu'on passe sur la deuxième partie de la session avec Mickaël Michaud de WhoDrive qui va nous parler plus précisément du volet de la protection des données. Oui, alors bonjour à tous, hein, Mickaël Michaud. Je remercie déjà Club Digital Santé pour l'invitation à ce sujet qui me tient particulièrement à cœur chez WhoDrive, et je remercie Didier du coup pour cette présentation qui a permis de bien introduire les sujets. Et d'ailleurs, je rejoins complètement Didier, hein, sur le Health Data Hub, hein, puisque ça pose quand même des problèmes, hein, puisque clairement le Cloud Act est très clair sur le sujet. Un acteur américain est obligé d'externaliser ses données aux États-Unis et potentiellement d'y donner un accès au gouvernement américain. Donc, quoi qu'il se passe, en choisissant Microsoft, l'État français savait que potentiellement, enfin, en tout cas que les données seraient répliquées aux États-Unis. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aura forcément un accès, mais en tout cas, elles seront à un moment stockées aux États-Unis, et ça peut poser des problèmes de souveraineté là-dessus. Alors justement, pour enchaîner là-dessus, donc je vais à mon tour partager la présentation. Donc j'espère que vous la voyez tous bien là-dessus. Hop, je vais la passer en plein écran. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir en fait vous donner quelques clés sur la protection des données sensibles, notamment des données de santé, puisque comme l'a très bien évoqué Didier, c'est des données qui valent très cher. Et aujourd'hui d'ailleurs, on estime que c'est les données qui valent le plus cher sur le dark web. C'est celles qu'on trouve le plus difficilement, et c'est celles qui valent le plus cher en tout cas sur le dark web aujourd'hui. Donc c'est des données qui sont vraiment recherchées. Donc en termes d'agenda, on va évoquer rapidement les enjeux du secteur de la santé, justement sur ces données sensibles. On verra un peu quelles sont les obligations pour les professionnels de santé. On fera également un focus sur la certification HDS, donc hébergeur de données de santé, ce qu'elle regroupe notamment. Et puis, on verra également via quelques cas d'usage, en fait, des solutions qui existent pour protéger les données, notamment à destination de l'ensemble des professionnels de la santé. Alors, si on rentre un peu rapidement sur les enjeux du secteur de la santé, tout d'abord, il faut définir en fait ce qu'est une donnée sensible. Il y a plusieurs types de données sensibles. Il y a une définition en tout cas qui existe dans la loi informatique sur les données dites personnelles sensibles, et qui sont clairement des données qui vont faire apparaître des origines raciales ou ethniques, des opinions politiques par exemple, une appartenance syndicale, la santé ou l'état de santé d'une personne, ou la vie sexuelle. Donc là, on est clairement sur des données qui sont identifiées comme données personnelles sensibles et qui supposent donc un traitement particulier. Il ne faut pas confondre ça avec des données dites sensibles au sens plus large, qui pourraient être n'importe quelle donnée pour une entreprise, par exemple, qui serait considérée comme une donnée sensible, un avantage concurrentiel, un dossier très spécifique, ou n'importe quelle autre qui serait également une donnée sensible, mais qui ne rentre pas dans le cadre de cette définition-là. Donc justement, si on regarde un peu les données qui sont concernées, on va retrouver trois grands types donc de données de santé dites sensibles. Ça va être tout ce qui est données de santé par nature, donc qui est clairement une donnée de santé, hein. Ça va être les antécédents médicaux, des maladies, des résultats d'examen par exemple. On va retrouver ce qu'on appelle également les données de santé par croisement. Donc c'est des croisements de données qui vont permettre en fait de définir un état de santé de la personne en croisant plusieurs types de données. Et puis, on va retrouver ce qu'on appelle également les données de santé par destination, donc qui peuvent être utilisées pour raison XY sur le plan médical. Alors, il y a évidemment des enjeux forts sur ces données de santé, puisque on va retrouver en fait trois grands enjeux par rapport à ces données. C'est-à-dire qu'il va falloir certes amener une protection forte là-dessus, parce qu'en fait, elles ont des enjeux très forts
sur 3 grands volets, que nous, en tout cas, on a classé en 3 grands volets. D'abord, des enjeux sanitaires. Aujourd'hui, quand même, les objets connectés, l'informatique au sens large qui se développe, et notamment le cloud, permet d'avoir un champ plus précis d'analyse pour les chercheurs. On peut avoir une surveillance et une connaissance accrue de certains médicaments, notamment d'effets secondaires, de pouvoir détecter plus tôt également les dérives d'usage d'un médicament, et on l'a vécu là, mais potentiellement un meilleur endiguement également de certaines épidémies. Il y a également un enjeu médical, et notamment pour les patients, puisque le patient aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec l'accès à la technologie plus simple, il peut en tout cas se renseigner plus facilement sur différents hôpitaux, différents traitements, choisir dans quel établissement il va se rendre pour avoir le traitement le plus adéquat par rapport à sa pathologie. Et puis, en étant mieux informé, il est également en fait vraiment acteur pour le coup de son traitement. Et puis, on peut également voir qu'il y a des enjeux financiers, que la technologie peut aider là-dessus, notamment avec des dépenses qui seraient, par exemple, mieux gérées, puisqu'on va mieux approprier les soins, et donc on peut considérer qu'ils seraient plus efficaces. Donc, une fois qu'on a vu les avantages en fait finalement de cette technologie qui évolue, en effet, par contre, à l'inverse, il y a beaucoup de menaces sur ces données qui existent. Et là, il y a des choses qui étaient également dans la présentation de Didier, nous qu'on a pu observer, qui sont des baromètres en tout cas de différents organismes. On sait notamment que tous les jours en France, il y a 4 établissements de santé qui sont victimes d'une cyberattaque. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles aboutissent toutes, mais en tout cas, c'est quand même un chiffre assez édifiant et qui prouve l'importance de la donnée de santé et sa valeur notamment. On a évoqué également le groupe Ramsay qui a été touché là-dessus notamment, donc je vais pas vous refaire l'histoire. Et par contre, on peut également constater en fait les causes des fuites de données. Et on se rend compte que dans la moitié des cas, quasiment, c'est bien des cyberattaques. L'erreur humaine peut être évidemment impliquée, il peut y avoir également une erreur système, mais que la grande majorité, ça reste une cyberattaque. Alors justement, il y a eu un baromètre du CESIN. Donc le CESIN, c'est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, qui regroupe notamment pas mal de responsables de la sécurité des systèmes d'information de différentes entreprises ou organisations au sens large, et qui a fait une typologie en fait des attaques les plus fréquentes, et notamment sur les établissements de santé. Donc on constate qu'il y a les attaques ciblées qui finalement arrivent un peu en bas de classement, et au contraire, ce qui évoquait de nouveau Didier, le phishing, qui est finalement une attaque assez simple, représente la majorité de ces attaques-là. Et on voit également que les ransomware sont très très utilisés, puisque c'est un bon moyen d'obtenir facilement des gains, et en même temps également de voler des données au passage. Derrière, on retrouve les motivations principales des attaquants. Alors clairement, pareil, là, on a vraiment le gain financier qui est l'élément principal là-dessus. Il y a également le vol des données, 34%. Donc ça rejoint également, je pense, un peu les éléments qu'a pu nous apporter Didier entre les différents groupes de hackers, que ce soit plutôt en Corée du Nord, Russie, qui sont plutôt à destination politique, donc vol de données, et à l'inverse, plutôt des gains financiers dans d'autres typologies d'attaques. Alors, on va voir maintenant un peu les obligations en fait pour les professionnels de santé. Alors, on a voulu faire un rapide rappel de la RGPD. La RGPD, ça concerne tous les secteurs. Pour le coup, c'est pas propre à la santé, mais on va voir qu'en fait, les différentes certifications, notamment HDS, qui elle est propre à la santé, viennent finalement compléter cette RGPD là. Donc, le règlement général sur la protection des données, pas besoin de vous refaire l'histoire. Je pense que tout le monde a été assez embêté là-dessus, mais qui avait quand même pour but d'apporter une protection sur les données personnelles des Européens. Donc, elle est en application depuis mai 2018 et elle concerne l'ensemble des entreprises qui vont collecter les données personnelles des citoyens européens. Donc, si on se focus un peu plus sur le secteur de la santé, on a en fait catégorisé en 2 grandes catégories justement un peu les obligations sur le secteur de la santé. Donc d'abord, on a des obligations de transparence et de traçabilité, donc notamment avec la désignation d'un Data Protection Officer, notamment si le traitement de données se fait à grande échelle. Il y a une obligation d'informer les patients du traitement des données et du type de données qu'on va récupérer. Il faut être capable de tenir et de conserver donc un registre de données en interne là-dessus, avec justement les règles autour de cette conservation des données.
et être capable à tout moment, en cas de contrôle, de montrer qu'on est bien conforme aux exigences de la réglementation. On a un deuxième volet qui, elle, est en fait la garantie de la sécurité des données. Donc, le but, c'est d'abord de collecter uniquement des données qui sont pertinentes pour la prise en charge des patients. Il n'y a pas de raison d'aller venir collecter des données qui n'auraient pas d'intérêt dans le traitement d'un patient, par exemple. Il faut également pouvoir limiter l'accès aux données de santé des patients, qui a accès à quoi et à quel moment, et donc ça demande aussi de la traçabilité là-dessus. Conserver ces données pour une période déterminée. Pareil, il n'y a pas forcément de raison à une conservation des données ad vitam aeternam, donc il faut être capable de définir une durée de ces données. Et puis évidemment, préserver la confidentialité et l'intégrité des données qu'on a pu récupérer. Alors, justement, par rapport à la certification HDS, sur lequel on rentrera un tout petit peu plus en détail juste après, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette certification HDS qui sont des éléments qui viennent de la RGPD. Et à l'inverse, en fait, le HDS va venir en fait renforcer et va vraiment venir renforcer la RGPD sur des aspects pour aller un petit peu plus loin. Mais on va retrouver en tout cas la base de ce qui existe dans la RGPD. Et par contre, la différence avec la RGPD sur le HDS, c'est un point important. Pour tous les acteurs qui sont certifiés HDS, ça oblige vraiment à obtenir une certification qui est valable 3 ans et sur lequel il peut y avoir des audits annuels. Donc, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, Microsoft est bien en effet HDS. Là, le problème qui se pose plus avec Microsoft, c'est sur du Cloud Act. Nous, Drive, par exemple, on est également acteur HDS. C'est une certification qu'on a passée, valable 3 ans, et on a des audits annuels là-dessus pour contrôler qu'on respecte bien les différentes normes. Alors justement, si on rentre un peu dans le détail de la certification HDS, donc d'abord, depuis le 1er avril 2018, toute donnée de santé à caractère personnel doit forcément être hébergée chez un prestataire certifié. Donc il y a l'organisme qui délivre la certification, c'est le COFRAC. Je ne vais pas trop vous embêter techniquement avec le respect des normes, mais il y a le respect des normes techniques. Donc c'est des normes à la fois d'hébergement, mais également de sécurité applicative des logiciels qui sont utilisés. Donc, l'hébergement ne suffit pas seul. C'est pas parce que simplement on va héberger ces données chez un acteur, par exemple, qui est dit HDS. Il faut également respecter, en tout cas pour obtenir cette norme HDS, au-delà de l'hébergement, sur la sécurité applicative des solutions. Et puis, comme je vous disais, c'est c'est une certification qui est valable 3 ans avec un audit de surveillance annuel qui est planifié. Il y a une autre certification dont je voulais vous parler, et puis qui a fait le lien également avec la partie de Didier, qui est justement une certification qui a été mise en place par l'ANSSI. Alors, on parle beaucoup de souveraineté numérique, on parle beaucoup de peut-être souveraineté numérique en effet des Européens, et il y a quelques années, l'ANSSI a mis en place un référentiel qui à l'origine devait être européen, en tout cas porté par l'ANSSI et la BSI, qui est l'équivalent de l'ANSSI mais en Allemagne, qui est en fait un référentiel pour pouvoir certifier les acteurs qui font du cloud. L'idée, c'est pas de dire vous allez avoir de la donnée sensible, vous allez avoir de la donnée sensible santé, vous n'avez pas le droit au cloud. Le cloud a évidemment beaucoup d'avantages, apporte un vrai confort d'utilisation, permet aussi également très souvent de réduire quand même les coûts liés à un investissement informatique. La question, c'est comment on le sécurise. Donc, l'ANSSI a mis en place en fait un référentiel qui s'appelle le Secnum Cloud et qui a pour but en fait de certifier des acteurs qui font du cloud, notamment pour les personnes qui auraient de la donnée sensible à héberger et qui voudraient trouver des solutions par rapport à ça. Donc, c'est à la fois une certification qui va regrouper la sécurité physique des installations, qui va regarder la souveraineté numérique, donc quelle est la nationalité de l'acteur, où est-ce qu'il héberge ses données, et puis évidemment une protection autour de l'hébergement à proprement parler de la donnée. Cette certification, elle avait aussi pour but de simplifier la vie, donc non seulement de tous les acteurs qui ont de la donnée sensible, mais également particulièrement de ce qu'on appelle les OIV et les OSE. Donc les OIV, c'est une liste qui est officiellement tenue secrète, c'est les opérateurs d'importance vitale. C'est une liste d'environ 240 entreprises et organisations qui sont considérées comme indispensables au bon fonctionnement finalement de l'État et qui se doivent donc, à ce titre, d'avoir une sécurité particulière sur leur système d'information. Et les OSE, c'est les opérateurs de services essentiels, donc qui vient finalement compléter la liste des OIV, qui, pareil, sont considérés comme pas indispensables, mais pour le coup très importants dans le fonctionnement de l'État et qui eux-mêmes doivent également se conformer à des normes qui vont plus loin finalement que n'importe quel autre acteur
pour leur sécurité de la système d'information. Et donc, le SecNumCloud, en fait, avait pour but de mettre un tampon de l'ANSSI sur des solutions qui seraient suffisamment sécurisées pour éviter à ces acteurs-là, notamment, de rentrer dans une phase d'audit, par exemple, et de s'assurer de la sécurité et de la légitimité de ces acteurs-là. Donc, le SecNumCloud est en place depuis déjà maintenant quelques années. Le point important également là-dessus, c'est qu'au-delà des OIV et des OSE, c'est qu'il peut vraiment concerner toutes les entreprises qui ont un moment de la donnée sensible à héberger. Et par exemple, l'ensemble quasiment des groupes hospitaliers territoriaux, donc des GHT, sont des OIV, puisque évidemment l'État a bien compris l'importance de la donnée de santé et la valeur qu'elle avait. Alors, ce qui est important également, c'est que ces normes, le HDS, le SecNumCloud, vous protègent également. Quand vous choisissez des acteurs, il y a des risques en cas de non-respect, notamment pour les acteurs qui respecteraient pas les règles alors qu'ils sont certifiés là-dessus. Donc, ça peut aller jusqu'à des peines d'emprisonnement et des peines d'amende qui sont assez lourdes. Voilà, et juste donc pour rapidement terminer sur WooDrive et qui on est exactement, et que vous ayez une vision là-dessus, et puis j'entrerai dans deux petits cas d'usage pour illustrer un peu mes propos. Donc WooDrive, c'est un logiciel français qui a 20 ans d'existence et qui est spécialisé en fait dans la protection des données sensibles au sens large. Donc il va proposer différents types de solutions essentiellement dans le cloud et qui va regrouper en fait trois grands métiers qui sont tout ce qui est partage de données. Là-dessus, mais donc partage de données sécurisées pour le coup et de pouvoir collaborer autour de la donnée, y compris de la donnée sensible en toute sécurité. Tout ce qui est sauvegarde de données, c'est très utilisé notamment pour lutter contre les ransomware. Par exemple, on a des fonctionnalités, alors c'est des choses qui sont assez nouvelles qu'on a dû rajouter. Avant, on faisait de la sauvegarde simple de postes ou de serveurs et on a par exemple rajouté il y a quelques temps, devant l'explosion des ransomware, en fait, on a rajouté un système qui permet de détecter justement un ransomware qui serait en train de crypter les fichiers et qui donc à ce moment-là va arrêter la sauvegarde pour éviter de sauvegarder des fichiers cryptés et ça permettra justement de faire redescendre à l'inverse des informations qui ne sont pas cryptées et qui sont les dernières informations sauvegardées correctes et donc d'éviter de payer la rançon évidemment. Et puis après tout ce qui est solution par exemple de signature électronique. Et si j'illustre tout ça par un cas d'usage, donc le premier cas d'usage que je vais vous donner, c'est un laboratoire bien connu, bioMérieux, avec lequel on travaille. Pour le coup, sur une solution qui leur permet en fait, donc ils ont différentes solutions de partage de fichiers et de travail collaboratif, je dirais un peu pour le tout venant, mais ils avaient besoin d'une solution qui aille plus loin en termes de sécurité pour les gens qui manipulent de la donnée sensible et particulièrement de la donnée de santé. Et donc, on leur a mis à disposition là-dessus une solution là-dessus. On leur a mis à disposition où en fait toutes les personnes chez eux qui doivent échanger de la donnée qui serait de la donnée santé ou qui serait de la donnée sensible, en fait, passent par la solution Postfile, donc notre solution en l'occurrence, plutôt que par d'autres outils qui existent au sein de l'entreprise. Donc, elle n'est pas destinée à tout le monde, elle est vraiment destinée à une population qui est bien identifiée. Et puis, un autre cas d'usage rapide, et je terminerai là-dessus, également pour montrer en fait les avantages, au-delà de la sécurité qui est très importante sur ces données-là, il y a également en fait faciliter tout simplement parfois la vie des usagers et faire gagner du temps à tout le monde. Et là, l'idée c'était en fait donc un centre de recherche bien connu sur le cancer en France, qui lance en fait des grandes campagnes sur des traitements nouveaux et qui notamment a besoin d'un recueil du consentement pour pouvoir tester des traitements, notamment sur des cancers du sein essentiellement, à la fois en France et à l'international. Et là, la problématique, c'était le recueil du consentement, notamment à distance et en grand nombre. Et donc, on a intégré en fait avec eux une solution de signature électronique à valeur légale, évidemment, pour que la valeur légale de la signature soit bien respectée et qui permet en fait d'ouvrir l'étude à beaucoup plus de gens à travers le monde, puisqu'il n'y a pas pour signer le recueil du consentement, il n'y a pas besoin de se déplacer. Donc d'ouvrir cette étude et surtout d'obtenir les consentements beaucoup plus rapidement et donc de faire entrer dans le programme beaucoup plus rapidement des femmes là-dessus dans un programme par exemple innovant sur la lutte contre le cancer du sein. Voilà, c'était deux petits cas d'usage. J'ai fait le tour et je ne sais pas si maintenant il y a des questions. Oui, donc Mickaël, via le chat, il y a quelques questions autour du RGPD. Oui. Alors, je ne sais pas si vous pourrez t'amener à répondre, mais il y a les questions autour du CIDEP qui est mis en place, notamment dans le cadre du tracking
dans le cadre de l'épidémie Covid, où notamment on va retrouver les données des laboratoires biologiques avec tous les tests, etc. Est-ce que du coup le RGPD s'applique bien à ce référentiel CIDEP qui est mis en place? Donc, je ne sais pas si vous avez cette information. Alors, je vais vérifier le point pour le coup chez nous avec notre responsable de sécurité des systèmes d'information. Je me note le point. On reviendra vers vous sur le sujet. Moi, par défaut, je dirais que oui. En tout cas, c'est censé rentrer là-dessus. Mais je vous confirmerai le point avec notre responsable de sécurité des systèmes d'information qui est pour le coup en plus assez très au courant de ces sujets-là puisqu'il a un intérêt personnel là-dessus. Donc, je pourrais recouper avec lui sans problème. Ok. Ensuite, il y avait des questions, donc il y a eu quelques réponses données dans le chat sur la différence entre le RGPD et la loi qui a été mise en place aux États-Unis du HIPAA, je crois, est centrée uniquement sur la santé. Donc, je sais pas si vous avez des informations sur ça. Oui, tout à fait. Alors le HIPAA, en fait, le HIPAA, ce serait plutôt un équivalent d'un HDS aux États-Unis plus que de la RGPD. Puisqu'elle est vraiment focus sur les données de santé. Et d'ailleurs, pour travailler aux États-Unis avec un acteur américain qui récolterait des données de santé, ou enfin en tout cas qui aurait accès à des données de santé, il est obligatoire d'être HIPAA compliant pour le coup. Comme en France, il est obligatoire d'être HDS compliant pour héberger de la donnée de santé. D'accord. Donc, concernant le CIDEP, il y a une précision de Pierre qui nous dit que le RGPD s'applique bien à ce référentiel, mais qu'il y a quand même certains droits de la personne qui sont exclus, comme le droit d'opposition, etc. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions autour de ça, autour de la protection des données de santé? N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. En tout cas, on voit que c'est un enjeu quand même qui est très important aujourd'hui pour toutes les solutions e-santé qui sont développées. Et c'est au cœur de tous les enjeux, notamment du plan Ma Santé 2022 qui va être déployé progressivement. Alors, je vois une question sur la signature électronique qu'on a mis en place. Ça a été 21 FR, CFR par 11. Donc ça, c'est lié à, si je dis pas de bêtises, et je parle sous votre contrôle, donc c'est lié à une réglementation de la FDA aux États-Unis, donc de la Food and Drug Administration. Donc sur la signature électronique, il y a un point important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de réglementation mondiale. Aujourd'hui, il y a une conformité qui existe un peu dans les pays. On était historiquement sur une réglementation française qui s'appelait le RGS, le référentiel général de sécurité. Et puis, depuis juillet 2016, on est sous la réglementation eIDAS, qui est cette fois-ci une réglementation européenne. Donc, la signature qu'un acteur comme nous conforme à eIDAS, pareil, c'est des audits qui sont à passer, est valable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Par contre, il n'y a pas forcément une conformité dans d'autres pays. En revanche, ce qu'on sait, c'est que eIDAS est le règlement qui va le plus loin aujourd'hui dans le monde sur la signature électronique. Et donc, il n'y a pas de pays qui ne reconnaissent pas une signature qui serait eIDAS ailleurs. Donc, il n'y a pas d'obligation d'un État à reconnaître, qui serait hors de l'Union européenne, à reconnaître le règlement eIDAS. En revanche, aujourd'hui, on a des clients qui vont utiliser des solutions de signature électronique avec nous. Par exemple, je parlais du centre de cancérologie en question, là-dessus, où ils vont vraiment partout dans le monde, en Israël, etc. Et la signature électronique est bien reconnue là-dessus. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer? Donc, il y a une question de Denis Silbert qui parle, est-ce que vous avez eu vent en fait de la montée en puissance de certains mouvements européens de citoyens qui souhaitent exclure toutes les données médicales de toutes les bases existantes? Alors, oui, on a entendu quelque chose, des choses à droite à gauche là-dessus. Aujourd'hui, on constate pas non plus un engouement autour de ça. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est aussi la marche à suivre. C'est aussi le sens de l'histoire. Malheureusement, on va pas arrêter la technologie là-dessus. Le point, selon nous, il est plutôt sur les systèmes de protection. C'est vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure. Le but, c'est pas d'empêcher l'avènement du cloud ou d'empêcher certains systèmes d'exister. C'est plutôt où est-ce qu'on met nos données et qu'on ait toute connaissance de savoir que quand je mets ces données sur tel système, potentiellement, il y a un risque que mes données soient aux États-Unis ou en tout cas soient peu protégées parce que c'est un système grand public.
Et ça pose parfois aucun problème, hein. Si on parle des photos de vacances, ça peut poser absolument aucun problème. À l'inverse, quand on est sur des données de santé évidemment, mais même sur des données confidentielles d'entreprise, d'être sûr de mettre ça sur un système suffisamment protégé et où la donnée est vraiment confidentielle, hein. Didier l'a dit, il n'y a pas de système. Il n'y a pas de système sans faille, hein, bien sûr, mais en tout cas que l'acteur apporte le plus de garanties possible sur la sécurité et la confidentialité des données. Ok, merci Mickaël. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on clôture cette session. Donc nous avons prévu de faire une prochaine IRL donc en septembre à distance également, qui portera surtout sur les thérapies digitales. Donc on vous enverra des invitations prochainement pour aborder ce sujet. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et puis à bientôt sur des événements du Club Digital Santé. Merci à tous. Merci. Merci Woodrive et merci Mickaël.